qui est très intéressant, c'est qu'on demande encore une fois aux prolos d'aller travailler, mais en même temps on lui interdit de se loger, quoi. Aujourd'hui, l'immobilier qui est le problème numéro 1 en réalité des Français dans la majorité du temps, que ce soit de toute façon pour louer ou pour acheter, eh bien devient un problème de plus en plus conséquent, alors qu'il se bâtit encore une fois sur des prétendues lois du marché qui n'en sont pas et qui ne servent que les intérêts de la spéculation et d'une très petite minorité, alors qu'on serait largement dans la possibilité de loger tout le monde. Puisque sous prétexte que vous avez une empreinte écologique trop conséquente, eh bien on va vous parquer dans des zones dans lesquelles vous ne disposez d'absolument plus rien, de sorte à vous faire taire et de sorte surtout aussi à vous invisibiliser, puisque il y a tout un travail qui est fait et qui n'est pas nouveau encore une fois, d'invisibilisation complète de la classe ouvrière en son sens la plus élargie. D'accord ? Elle n'est pas présente dans les livres, elle n'est pas présente au cinéma, elle n'est pas présente à la télé, et donc on a l'impression qu'elle n'existe plus. Pour continuer sur l'actualité, Loïc, tu souhaitais revenir sur la question des zones à faible émission. Oui, alors tout à fait, effectivement, c'est des choses dont j'ai là aussi déjà pu parler et qui d'ailleurs ne sont pas totalement sans lien avec la vidéo précédente où il était question d'Elon Musk aussi, parce que les zones à faible émission, qu'on revienne là-dessus, ce sont donc l'objectif, c'est de réduire donc les émissions de CO2 au sein des grandes métropoles françaises, comme ça a déjà été mis en application depuis quelques années déjà à Paris, notamment par l'usage de la fameuse vignette critère, la fameuse vignette qui vous interdit de rouler à Paris en 2 chevaux, mais en Porsche Cayenne, vous pouvez. De nombreux élus jugent cette mesure tout simplement inacceptable. Oui, aujourd'hui, seulement 11 agglomérations en France ont déjà mis en place des ZFE, un dispositif destiné à réduire la pollution de l'air, mais qui pénalise certains Français plus que d'autres, selon Jacques Baudrier, élu communiste de la ville de Paris, surtout les plus modestes qui n'ont ni les moyens de se passer de leur véhicule, ni d'en acheter un nouveau, d'après lui. Les gens qui ont des vieilles voitures sont ultra majoritairement des gens qui ont de bas revenus. Les cadres travaillent beaucoup plus souvent là où il y a les grands pôles de bureaux, donc ils y vont en transport en commun. Alors que les ouvriers et les employés sont beaucoup plus nombreux à utiliser leur voiture. Sans aide sérieuse de la part de l'État, ça n'a pas de sens. Ce qui résume globalement la situation et toutes ces conneries-là. Et du coup, ces ZFE vont être mises en place justement dans la majorité des métropoles, notamment celles aussi qui bordent les littoraux, on pense à des grandes villes comme Bordeaux, et cela va commencer à véritablement être mis en place d'ici 2 mois, et pour une finalité normalement d'ici 2025. Pourquoi est-ce qu'on en reparle ? Déjà parce que, encore une fois, on a là toute la logique écologiste mondaine par excellence. C'est-à-dire, l'écologie vous vend qu'il faut être au plus près de la nature, une nature complètement chimérique, d'accord ? Parce que pour eux, la nature, en fait, c'est le fermier bioéquitable qu'ils ont sur leur bouteille de lait, quoi. Mais donc, il faudrait être au plus près de la nature, mais en réalité, eux font tout et organisent tout de telle sorte qu'ils puissent vivre tranquillement au sein des villes et au sein des grandes métropoles, en foutant justement dans la campagne, qui n'est pas la nature, la campagne étant des milliers d'années de travail, en foutant à la campagne, finalement, tous ceux qu'ils ne veulent plus voir, ou en tout cas en périphérie. Donc, c'est quand même déjà une belle contradiction. C'est-à-dire que, et on le sait bien, hein, le vote écologiste massif se fait d'ailleurs dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et pas du tout, simplement parce que ce sont des gens qui ignorent toute la nature. Gilles Boeuf, vous êtes biologiste, ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, et on peut le dire, l'un des meilleurs défenseur de la biodiversité. Ça vous va comme description ? Ça me va très bien. Voilà, on va voir 3 arbres différents et je vais vous demander autour du plateau, est-ce que vous êtes capable d'identifier ces arbres ? Et la réponse avec Gilles Boeuf. Le châtaignier. Alors, dans quel ordre ? Montrez-nous précisément. On a quoi ? De gauche à droite, c'est quoi les arbres ? Vous connaissez bien les fleurs sur l'un, donc c'est facile. Hein. Celui du milieu ? Non, le chêne, hein, c'est clair qu'il est très particulier. En fait, il faut bien voir tout à l'heure, dans la réponse de Yannick, c'est que quand on parle Gilles, des arbres... il faut que tu répondes au quiz d'abord, il faut que tu dises ce que c'est les arbres. On est en plus, c'est insoutenable, alors il faut que tu nous l'arbre de gauche, c'est lequel ? Ah, il sait pas, c'est génial. C'est extraordinaire. Il y a marronnier. C'est extraordinaire, c'est lui qui nous a demandé de mettre ces C'est images. châtaignier. Pour eux, la nature, c'est Walt Disney, d'accord ? Pour eux, quand ils mangent une tarte à la carotte, ils ont l'impression, effectivement, que la carotte est poussée magiquement toute seule sans faire de mal à qui que ce soit, et ils n'imaginent pas le travail qui est nécessaire. Quand le critère, par exemple, c'est le vivant, ils n'imaginent pas finalement le nombre de bactéries qui ont été tuées, et puis au-delà de ça, le nombre de taupes qu'il faut retirer, les battues qu'il faut organiser pour que leurs carottes poussent tranquillement, parce qu'elles ne poussent pas au sein du marais en réalité. Là où c'est beaucoup plus important, encore une fois, c'est que toutes ces stratégies-là,
consiste à évincer les classes populaires et les classes moyennes des villes, de sorte à effectivement faire des quartiers réservés le plus possible à la classe dominante ou à une petite bourgeoisie intellectuelle héritière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté pendant longtemps à un exode rural vers les villes, et aujourd'hui on assiste finalement à un exode des villes pour se retrouver dans la périphérie, puisque finalement même en campagne, les choses deviennent très difficiles, y compris depuis le Covid, puisque à partir du Covid, on le sait bien, la classe dirigeante, la classe dominante et une bonne partie d'entre elles, finalement a découvert qu'être enfermé entre quatre murs dans Paris quand on n'avait pas grand-chose à y faire, comme c'est le cas en réalité de la majorité des gens qui y vivent sans un sou, eh bien c'était pas forcément très agréable, très luxuriant, et donc ils ont racheté des maisons à la campagne. Et moi, là où je vis, je suis bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, vous avez un prix de l'immobilier qui, en 2 ans, a complètement flambé, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des prix hallucinants pour des villages dans lesquels, en réalité, vous n'avez strictement accès à rien. Donc, en fait, la majorité des jeunes couples, notamment, qui essaient d'avoir un premier achat immobilier avec un enfant ou quoi, ne peuvent pas acheter en ville, se retrouvent à difficilement pouvoir acheter en campagne. Et puis, vous avez énormément aussi en campagne de maisons qui sont désertées, mais sont la propriété notamment de l'hyperclasse étrangère, et notamment d'anglais. Dans la région où je vis, par exemple, ça fait une vingtaine d'années bientôt, que énormément de résidences, en réalité, appartiennent à des classes très aisées originaires d'Angleterre, et finalement ces maisons qui pourraient être mises à disposition, qui pourraient être utiles, qui pourraient faire vivre un village, eh bien vous désertifient les 3/4 ou la moitié d'un village, quoi. Donc, et aujourd'hui, l'immobilier qui est le problème numéro 1 en réalité des Français dans la majorité du temps, que ce soit de toute façon pour louer ou pour acheter, eh bien devient un problème de plus en plus conséquent, alors qu'il se bâtit encore une fois sur des prétendues lois du marché qui n'en sont pas et qui ne servent que les intérêts de la spéculation et d'une très petite minorité, alors qu'on serait largement dans la possibilité de loger tout le monde. Quand on pense que 50% des logements à Paris sont vides, encore une fois, et qu'il y a pourtant je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui mal logées dans des conditions extrêmement délétères. J'habite ici depuis 1994. C'est un espace qui a des surfaces à peu près 10 mètres carrés, mais habitable seulement 90 centimes. Bonjour, bienvenue chez moi. Vous avez été plusieurs à demander un tour d'appartement. Donc voilà, on y est. C'est un appartement typiquement parisien avec ses moulures, son parquet, ses cheminées, ses miroirs. On vit ici avec mon mari et notre fille de 2 ans et demi. C'est une espèce de cache et où on ne peut pas se déplacer de vous, on est obligé à se déplacer à 4 pattes. Là, nous sommes dans la chambre de ma fille, qui est, je pense, la pièce que je préfère, puisque c'est la pièce qui est la sienne. On l'a pensé avec mon mari très neutre, avec un grand tapis pour qu'elle puisse jouer, beige, des murs laissés blancs, parce qu'on a la conviction que c'est le meilleur moyen de dormir, de ne pas avoir trop de choses autour de soi. J'ai travaillé, je viens de partir à la retraite le 9 octobre et j'ai plus de 50 ans de travail. Et on parle toujours que les gens qui n'ont pas de logement sont des gens qui n'ont pas de travail, que sont des étrangers paresseux. Non. Et nous avons des travails, nous avons même des salaires de cadres et on ne peut pas trouver des logements. Et finalement aujourd'hui on voit bien, et c'est d'ailleurs c'est ce que je décris depuis des années là aussi, dans l'idée d'écologisme réactionnaire, c'est ce que quelqu'un comme Christophe Guilly, très récemment dans Les Dépossédés, finalement, ne dit pas autre chose, d'accord ? Il montre bien effectivement comment est-ce qu'on évince totalement les classes populaires de ces régions-là, et pendant ce temps, on nous parle toujours, vous voyez, les doubles discours, on nous parle de mixité, que ces nouvelles grandes métropoles vont permettre une énorme mixité sociale. Or, en réalité, on le voit bien, la mixité, elle n'existe pas. La mixité, elle est le fruit de rapports de force économiques très clairs, qui est qu'aujourd'hui, dans Paris, il y a les quartiers très bourgeois, cosmopolites, comme le 16e ou le 7e. Quand vous vous baladez, d'ailleurs, la nuit, depuis le Covid, dedans, c'est complètement désert. Il n'y a aucune mixité dans ces quartiers. Et puis, les quartiers de la mixité,
mixité, en réalité, ils sont déjà en périphérie. Ils sont déjà dans la partie nord-est de la région parisienne, et parce qu'elle se compose d'abord et avant tout, la mixité, elle n'est pas le fruit d'une volonté bienveillante, etc. Elle est le fruit d'un lumpen qui se retrouve là, faute d'être ailleurs, et de nouvelles couches moyennes déclassées, qui n'ont en réalité plus les moyens de se loger à Paris. Voilà, c'est ça leur prétendue mixité, et qui fait que finalement tout le monde vit dans des conditions difficiles, délétères, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on demande encore une fois aux prolos d'aller travailler, mais en même temps on lui interdit de se loger, quoi. Quand on ajoute à ça les problèmes dont j'ai déjà pu parler, de réforme scolaire, de reterritorialisation avec les nouveaux maillages que l'on connaît, c'est-à-dire que la difficulté qu'il y a, je le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, notamment avec Parcoursup, notamment avec la réforme des lycées, en fonction d'où vous faites vos études, notamment dans le secondaire, collège, lycée, eh bien vous ne pouvez plus, comme autrefois, parvenir à faire des études supérieures dans la totalité du territoire, puisque par exemple, si vous êtes relié à l'Académie de Dijon, eh bien vous irez en priorité à Dijon plutôt qu'à Paris, quand bien même vous auriez un meilleur dossier que ceux qui vont aller dans les universités parisiennes. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme j'ai déjà décrit, on casse le territoire républicain, la République une et indivisible, pour retourner dans un girondinisme à deux balles, où on privilégie les régions, les eurorégions, et quand vous mettez ça en parallèle avec le fait de la difficulté pour les familles de pouvoir se loger correctement, vous voyez à quel point on est en train d'encercler, d'enfermer, de ghettoiser dans toute la France en réalité ceux qu'à la fois on exploite et dont en même temps on dispense d'accès à l'ensemble des choses qui pourraient être bénéfiques à la fois pour leurs enfants et aussi pour les services communs qui peuvent être encore une fois les hôpitaux, les écoles, les bureaux de poste, etc., les gares auxquels ils n'ont de toute façon plus accès. On voit bien que là il y a une recomposition urbaine qui est tout à fait là aussi le fruit de ce que je pouvais décrire dans la vidéo précédente, c'est-à-dire d'un retour à l'organisation politique féodale. Et on a eu plusieurs mouvements ces dernières décennies, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, puisqu'on a d'abord eu la banlieue, notamment la banlieue parisienne, mais c'était le cas aussi des autres métropoles, qui était supérieure en réalité à la métropole même. C'est-à-dire que quand on a constitué les banlieues à Paris, les banlieues étaient dans de meilleurs états, avec des logements beaucoup plus conformes que ceux de Paris même. Il y avait notamment des salles de bain, des douches, etc., ce qui n'était pas le cas dans les années 60 dans la majorité des logements parisiens. C'est la raison pour laquelle ces banlieues sont très vite devenues des banlieues rouges, puisque les ouvriers ont pu en bénéficier de fait de politiques sociales tout à fait correctes, et c'était quelque chose de bien meilleur. Et puis finalement, le grand capital, Francis Bouygues et tant d'autres, mais parce que là on a des archives, ont organisé, orchestré pour le plus grand mal de tous, l'immigration massive au service du grand capital, ce qui est délétère à la fois pour l'Algérien qui vient vider les poubelles et pour le Français qui finalement se voit complètement dépossédé de ce qu'il pouvait avoir et qui finalement vont se livrer une lutte malheureusement complètement horizontale en ne voyant pas qui orchestre tout cela. Et donc finalement on passe des banlieues rouges qui inquiétaient justement le pouvoir en place, puisque c'est le nombre de mairies communistes qui organisaient tout ça, on passe des banlieues rouges finalement aux banlieues telles qu'on les connaît aujourd'hui, et qui finalement nécessitent pour la classe dominante effectivement de s'encercler elle-même en tenant à distance le lumpen qu'elle veut faire travailler, et en tenant à distance aussi les classes populaires qu'elle ne veut pas voir, tout en faisant racheter par le Qatar et l'Arabie Saoudite des éléments de Paris jusqu'à des bâtiments entiers de la Sorbonne et ce genre de choses. L'hyperclasse aujourd'hui est dans Paris et cherche à avoir un Paris sécurisé et notamment sécurisé contre le lumpen contre-révolutionnaire qu'elle a elle-même mis en place, et donc elle l'orchestre, elle organise la guerre contre les pauvres et avec finalement trois cercles. Le cercle de la mondanité qui bénéficie de tous les services, de tout le travail, de toute la production. Le deuxième cercle qui est celui justement du lumpen qui vit de l'économie parallèle et qui en réalité que la classe dominante n'a pas envie de croiser, mais qui pour des raisons économiques et politiques ne représente pas un vrai danger au-delà de la peur de se faire agresser le soir, ne représente pas pour eux un véritable danger au sens politique fort. Et puis dans une tierce zone encore, tous ceux qui effectivement assument le principe de réalité, travaillent et qui aujourd'hui se voient complètement dépossédés. Et là on voit bien encore une fois la nouvelle logique féodale
capital, c'est-à-dire l'appartenance à un seul fief, l'impossibilité de se déplacer sur le territoire. On nous avait vendu le libéralisme comme la libre circulation des individus, etc. En réalité, c'est la libre circulation des individus quand cela profite aux intérêts du capital et quand le capital est en mesure effectivement de déstabiliser la totalité notamment des pays d'Afrique en faisant n'importe quoi. Par contre, quand c'est pour les citoyens français, là il n'y a plus de liberté de déplacement, d'accord ? Puisque sous prétexte que vous avez une empreinte écologique trop conséquente, eh bien on va vous parquer dans des zones dans lesquelles vous ne disposez d'absolument plus rien, de sorte à vous faire taire et de sorte surtout aussi à vous invisibiliser, puisque il y a tout un travail qui est fait et qui n'est pas nouveau encore une fois, d'invisibilisation complète de la classe ouvrière en son sens la plus élargie, d'accord ? Elle n'est pas présente dans les livres, elle n'est pas présente au cinéma, elle n'est pas présente à la télé, et donc on a l'impression qu'elle n'existe plus, alors qu'en réalité toutes ces infrastructures ne peuvent tenir que grâce à nous, en réalité. Donc le mot d'ordre actuel, visiblement, avec ces zones à faible émission, c'est les Français hors de France, tout simplement. C'est le mot d'ordre. Et donc on déplace les populations, en réalité, au gré et en fonction des souhaits de la mondanité, un coup l'exode rural, un coup l'exode urbain, et puis finalement nulle part. Et là, on voit bien qu'on va arriver à des tensions extrêmes. Bon, la vraie problématique, elle est celle-ci. Elle est qu'en réalité, aujourd'hui, la majorité des gens ne peuvent pas se loger, ne peuvent plus se loger, sont logés dans des conditions délétères et que tout cela est volontairement entretenu. Et ce que j'aimerais ici qu'on comprenne surtout, c'est à quel point tout cela est logique, à quel point tout cela est organisé de manière consciente ou inconsciente, en tout cas, se stratifie en fonction de la phase capitaliste qui est celle de l'écologisme réactionnaire. D'accord ? Il y a un intérêt profitable à la classe dominante. Maintenant, le revers de tout ça, c'est qu'en même temps, elle est aussi en train de constituer les moyens de son renversement. Parce que vous voyez bien, et c'était toute la lutte des Gilets jaunes d'ailleurs, c'est-à-dire que finalement, eh bien, il y a probablement une contestation possible qui va venir de ceux qui, au bout d'un moment, en auront marre d'être pris en tenaille entre la classe dominante et le lumpen, en auront marre finalement de devoir assumer ce principe de réalité, de faire vivre finalement ceux qui sont des parasites d'en haut, des parasites d'en bas, et donc la contestation, elle aura lieu, mais maintenant, il faut que cette contestation, elle soit pas un coup d'épée dans l'eau, un énième coup d'épée dans l'eau, qui soit juste l'expression d'une colère qui incitera davantage à la mise en application des lois martiales dont le gouvernement sait se faire si fort, mais une contestation qui soit organisée politiquement et avec des mots d'ordre clairs et une avant-garde qui soit en mesure de conduire au rétablissement de la loi de la République, puisque on nous donne des grands discours sur ce qu'est la République à longueur de temps, et en réalité, vous voyez bien qu'elle est complètement détruite au profit, encore une fois, du capital cosmopolite.